maîtrisée? Alors la situation peut être maîtrisée parce que la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire que je connais bien, il se trouve que j'ai participé de loin avec l'équipe de Michel Rocard à la négociation de 1988 qui avait ramené Vous la étiez paix. conseiller de Michel Rocard à La l'époque. paix à l'époque, c'était après 21 morts dans les affrontements OUVA, plus d'autres qui avaient précédé et suivi cet accord, mais la paix avait tenu 35 ans jusqu'au moment où, par sa précipitation, son arrogance et une certaine forme d'ignorance, l'État a décidé, voyant une bouteille de nitroglycérine devant lui, de donner un grand coup de pied dedans. Puis s'étonnant des effets de ce qu'il venait lui-même de provoquer. Donc oui, il est possible, et c'est notamment l'appel que les 3 anciens premiers ministres avaient déjà indiqué, Manuel Valls, Édouard Philippe et Jean-Marc Ayrault, en étant auditionnés par le rapporteur de ce texte extraordinaire, voté comme si de rien n'était par 351 députés qui visiblement ne vivent pas dans le même nombre que nous, y compris ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie. Il est toujours possible de revenir à une situation de pacification si on y prend le temps et la mesure. Alors attendez, ce que vous dites est quand même très grave, c'est-à-dire que vous estimez que le chaos dans lequel est aujourd'hui plongée la Nouvelle-Calédonie a été littéralement allumé par le gouvernement. Le président de la République aujourd'hui, le Premier ministre, qui ont véritablement allumé le feu. Enfin, le Premier ministre aujourd'hui, il se retrouve. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, il est 8h35. Depuis 5 minutes, à Matignon a lieu une réunion de suivi autour du Premier ministre. Et à 11h, Emmanuel Macron réunira donc un nouveau Conseil de sécurité et de défense pour tenter de remettre le calme vis-à-vis d'une situation dont, si je vous entends, il est responsable. Oui. Oui, le gouvernement assume, le président de la République. Le Premier ministre n'est pas arrivé depuis assez longtemps pour avoir la longueur de la gestion de cette affaire. Merci de le dire, Alain Bauer, merci de le dire. En cause. Et d'ailleurs, Matignon ayant été démis de sa responsabilité de suivi des accords Matignon qui jusque-là relevaient du Premier ministre pour des raisons à la fois de cohérence et de mise en lien de ce qui relève du social, de ce qui relève de l'industriel, le nickel, et de ce qui relève de l'institutionnel, y compris dans sa dimension spirituelle. La coutume et les tribus pèsent largement plus que la représentation politique traditionnelle. Et donc, le fait qu'il ait été décidé de passer au vote, d'abord au 3e référendum, celui qui a été boycotté par les indépendantistes, et qui a marqué la rupture de la confiance qui existait entre l'État central et les territoires sur la question très sensible de la Nouvelle-Calédonie, qui a connu une infinité de statuts depuis 1946 et qui est un territoire à la fois d'indépendantistes locaux autochtones minoritaires sur leur propre terre, 40%, de Caloches dont beaucoup sont des descendants d'anciens bagnards expulsés de France, à peu près la même chose, et d'un espace intermédiaire qui était anti-indépendantiste, mais qui bascule de plus en plus vers l'indépendance ou l'indifférence, notamment beaucoup de Wallisiens, a amené à une réduction massive de la majorité anti-indépendantiste, environ 60%, à un petit 53%. Le 3e référendum, celui qui était censé être la finalisation des accords, non pas de Matignon 88, mais de Nouméa 1998, a été imposé par la force et a été boycotté par les indépendantistes. 96% de ceux qui sont allés voter étaient contre l'indépendance, mais ils n'ont été que 43% du corps électoral. C'est une victoire à la Pyrrhus, donc une défaite en race campagne. Et depuis 2021, le gouvernement pousse à ce qu'on oublie les conditions de l'accord, c'est un processus de décolonisation. C'est parce que ce mot est inscrit dans les textes que la question de la pacification des mœurs, de l'amélioration de la situation industrielle, de l'investissement financier, de la capacité à créer un avenir possible pour la Nouvelle-Calédonie dans la République, en communauté avec la République, comme le général de Gaulle l'avait lui-même imaginé dans la Constitution de 1958-62, était possible. Moi, je veux comprendre. Il y a plusieurs mots que vous avez dit qui sont des mots très forts. D'abord, vous avez dit que la responsabilité aujourd'hui du président de la République, de la majorité, était une forme d'arrogance plutôt que d'ignorance. Non, les deux. Les deux, obstination, arrogance et ignorance. Vous dites également le mot obstination, hein, c'est les mots qui sont repris, c'est le mot qui a été repris par Antoine Léaumont. Macron est obstiné, les gars, il est obstiné. Moi, je pense qu'il bande sur cette situation. La situation insurrectionnelle comme ça, il est en mode, moi j'aime bien. Hein. Il aime bien ça, Macron, hein, parce que c'était pareil avec les Gilets jaunes, c'était pareil avec la réforme des retraites. C'est tout le temps pareil avec Macron, c'est tout le temps pareil. Gros. Décolonisation, est-ce que ça veut dire que vous considérez aujourd'hui que l'attitude de la majorité avec cette loi
et du président de la République a été de refuser ce processus de décolonisation? Non, je crois qu'ils ont essayé d'en sortir en disant, bon, il y a eu 3 référendums, c'est bon, c'est fini. Faisons comme si on pouvait remettre le curseur à zéro et comme si rien ne s'était passé et comme si les engagements de 88, signés par Michel Rocard, les engagements de 98, l'accord de Nouméa, pouvaient être oubliés parce qu'on a imposé par la force un 3e référendum dont une partie importante de la population ne voulait pas. Au lieu de dire, on va le repousser d'encore 1 an, ce qui était la proposition des indépendantistes, de trouver une solution de communauté-association, ce qui était les bases d'un accord entre une partie des loyalistes et une partie des indépendantistes. Le centre, qui était certes un peu éloigné de leurs extrêmes, mais qui représente une forte majorité de la volonté des Calédoniens d'avoir une relation forte avec la France sous une forme ou sous une autre. La précipitation et l'obstination, l'idée qu'enfin on allait sortir du processus qui avait été engagé en 88 parce que le 3e référendum avait eu lieu et que donc tout était fini et qu'on pouvait oublier la décolonisation, amène mécaniquement à cet affrontement Alain brutal Bauer, et violent. 2 questions très importantes. Sur le terrain, d'abord. Wesh, la pub, frère. Oh. Wesh, elle est longue, la pub, chef. Chef. En plus, elle bug, la pub, chef. Ouais, chef. Il est lancelet. Il est très lancelet. Qu'est-ce qui s'y passe? Qui sont notamment ces jeunes qu'on dit alcoolisés, drogués, armés? Et puis, dans un instant, je voudrais vous interroger sur cette information que l'on apprend à l'instant. Gérald Darmanin accuse nommément, précisément, l'Azerbaïdjan d'indifférence. On va y revenir. Mais d'abord sur ce qu'il se passe... D'ingérence. Sur ce qu'il se passe sur place. Qui sont ces 5000 émeutiers qui sèment la terreur et qui sont, d'après les témoignages sur place, jeunes... Ouais, les gars, je vais stream la liste de Deschamps, les mecs. Je sais pas c'est à quelle heure exactement. Je crois que c'est à 20h20, un truc comme ça, non? Dites-moi quand ça va commencer, les gars, sur TF1. Alcoolisés, drogués, armés. Merci Clérix pour le sub. Et politisé aussi. Enfin, jure, on obligé d'être tout ça en même temps. Mais 20h20, ok. Alors, d'abord, Nouméa, c'est 70% de la population de Nouvelle-Calédonie sur 9% du territoire. Nouméa, c'est la représentation d'une banlieue extraordinairement concentrée par rapport aux autres territoires du nord et des îles qui sont très peu peuplés et qui sont très indépendantistes. Ce sont des populations qui sont l'équivalent de l'exode rural au 19e siècle, c'est-à-dire une population jeune qui vient vers les endroits où il y a du travail, de l'activité, de l'emploi et par ailleurs de l'alcool et de la drogue pour se sédentariser et se retrouver. Et c'est une population déracinée par rapport à son histoire coutumière. C'est longuement expliqué d'ailleurs dans les discussions préparatoires aux accords de 88 et de 98. Toute cette histoire est connue. Elle est ancrée d'ailleurs dans des accords institutionnels. Par qui sont-ils tenus? Est-ce qu'ils obéissent à une forme de logique? Est-ce qu'il y a véritablement 2 camps l'un contre l'autre? Ou est-ce qu'il s'agit désormais d'un chaos généralisé? Alors, il y a une logique. D'abord, ils sont tenus par leur tribu. Il y a une relation très forte avec les chefs coutumiers et les tribus, même si ceux-ci sont lointains, il y a un lien avec la terre originelle. C'est un élément très important à intégrer dans la relation que vous avez quand vous allez en Nouvelle-Calédonie. Vous faites la coutume. Si vous êtes dans des bonnes conditions, vous pouvez être reçu à la Grande Case. Vous pouvez voir le Sénat coutumier, qui est aussi important, voire plus important que le congrès des élus politiques, entre guillemets. Puis à l'intérieur du FLNKS, il y a une très grande diversité. C'est un peu la NUPES locale. Vous avez des partis extrêmement indépendantistes très durs, comme le PALICA, ou l'Union des syndicats des travailleurs Kanaks et exploités, je crois que c'est son nom toujours, USTKE. Ouais, et puis vous avez des gens comme l'Union calédonienne, qui était plus favorable à une sorte d'accord entre deux, de souveraineté, association. De la même manière, chez les loyalistes, vous aviez une position très dure, et puis on a vu apparaître peu à peu des gens un peu plus modérés, qui étaient prêts à une sorte de cohabitation, de coalition. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Congrès, puisque le Congrès calédonien est aujourd'hui majoritairement tenu par des indépendantistes du fait de la division des loyalistes. Il n'y a pas eu d'évolution politique majeure. Ces jeunes-là, ils sont à la fois déracinés, désœuvrés, et surtout en revendication, en rage et en colère, parce que la situation sociale et économique de la Nouvelle-Calédonie, du fait de l'effondrement du prix du nickel, qui est l'essentiel de l'activité économique locale avec un peu de tourisme, amène à une sorte de dégradation générale de la vie, à une perte nombreuse des possibilités d'accès à l'emploi, même pour ceux qui sont formés. Et donc vous avez un cumul, c'est pour ça que j'appelle ça de nitroglycérine, c'est vous avez un cumul de nombreux éléments chimiques qui, un par un, pourraient tout seuls exploser petitement, mais qui ensemble ont
ont créé cette grosse explosion. Alain Boer, avant de s'interroger vraiment sur cette ingérence étrangère pointée du doigt, un mot quand même sur une expression qu'a utilisée tout à l'heure le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, qui était mon invité sur RMC, qui disait « Je suis rapporteur du fameux projet dont vous estimez que c'est un projet qui a provoqué aussi cette situation ». Lui, il dit « Je suis aujourd'hui en danger de mort parce que je suis blanc ». Wesh. Alors, je ne sais pas s'il est en danger de mort quand tu es blanc. Il dit « Je suis la 7e génération oui. en Nouvelle-Calédonie et pourtant, je suis en danger de mort parce que je suis blanc ». Il accuse les Kazakhs, il accuse les Kanaks de racisme, je vous demande pardon, mais il a utilisé ce mot. Je voulais quand même vous entendre aussi là-dessus. Alors d'abord, rien ne justifie qu'il soit en danger de mort, quelle que soit la raison qui le justifierait. Par ailleurs, il lui est arrivé d'avoir des positions ou des postures relativement dures et donc la vie politique est aussi faite de problématiques qui sont en général la violence verbale et pas de la violence physique. Donc, comme je le répète, rien ne justifie qu'il soit en danger de mort et je sais qu'il a été victime de nombreuses menaces. Mais au-delà de cela, il y a aujourd'hui dans la population calédonienne une partie très importante de la population qui est prête à vivre ensemble. La question qui est posée, c'est qui vit avec qui et dans quelles conditions et avec quel respect pour l'histoire d'un peuple qui a 3000 ans par rapport à une population qui en a 200. L'idée générale de 88 et de 98 était de trouver un accord sur un avenir commun. Et pour que cet avenir commun existe, il a fallu faire de la marqueterie, des choses extrêmement précises, extrêmement pointues, qui ont mis beaucoup de temps à être mises en place. On ne peut pas mettre un grand coup de pied dedans et considérer que tout ça va tenir malgré la précipitation et l'obstination. Et il se trouve que le rapporteur de ce projet a été un homme obstiné. Ça ne justifie en rien les menaces dont il fait l'objet, mais il ne peut pas non plus s'extirper de la responsabilité qui est la sienne comme rapporteur de ce texte dans ce qui est en train de se produire, de même que ces 350. C'est trop facile de se déresponsabiliser. C'est à cause de lui, les gars, le rapporteur. Hein. Il y a eu des morts en plus. Hein. Il y a eu des morts. Ils auraient pu largement suspendre le texte, le renégocier, mais le mec, il était obstiné. Ils ont fait passer le texte en hémicycle, ils l'ont voté majoritairement, et regardez où on en est. Regardez où on en est. Je suis désolé, les gars. Quand de collègues qui ont cru nécessaire à ce moment précis, et alors que tout était indiqué depuis des mois par tous ceux qui connaissent la Nouvelle-Calédonie, 3 anciens premiers ministres, Jean-François Merle, l'un des principaux rédacteurs du texte, tous ceux qui voient arriver les choses, et de faire comme si de rien n'était. Est-ce que l'Azerbaïdjan joue un rôle aujourd'hui? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accuse l'Azerbaïdjan, et on se dit, mais qu'est-ce que l'Azerbaïdjan vient faire dans cette histoire? L'Azerbaïdjan a signé il y a quelques semaines un mémorandum de coopération entre donc le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le Parlement d'Azerbaïdjan. Ce texte a un objectif clair, d'après Gérald Darmanin, je cite, sensibiliser la communauté internationale sur le droit du peuple de Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination. Pourquoi l'Azerbaïdjan? Parce que l'Arménie. La France soutient fortement l'Arménie et a mis en cause dans les dernières évolutions militaires au Karabakh l'Azerbaïdjan et s'est trouvé en situation d'intervenir de manière importante pour protéger l'Arménie, défendre... C'est que pour la Nouvelle-Calédonie, Hippotrampe. Le dégel du corps électoral, c'est que pour la Nouvelle-Calédonie. Les droits arméniens après cette offensive éclair et réussie des forces militaires C'est une représaille. Oui. C'est une manière de déstabiliser la France. C'est une manière de mettre un caillou dans chaque chaussure. Ils ont fait la même chose, ou ils essayent de faire la même chose avec la majorité de la Polynésie française. Donc c'est un choix. L'Azerbaïdjan a décidé que, puisque nous nous occupions des affaires arméniennes et donc des affaires azéries de leur point de vue, il n'y avait pas de raison qu'ils n'utilisent pas des moyens de représailles. Et effectivement, ce sont des représailles. Après, penser qu'ils ont une responsabilité ou une capacité d'intervention plus spécifique qu'une autre dans les affaires en cours, le ministre de l'Intérieur a des moyens d'information dont je ne dispose pas, mais il est clair que l'Azerbaïdjan est devenu une puissance ingérante dans les affaires internes de la France, de territoires d'outre-mer, dont certains sont inscrits sur la liste des pays à décoloniser de l'Organisation des Nations Unies. Alain Boer, je voudrais qu'on parle... C'est ce que je disais, c'est ce que je vous disais, les mecs. Par contre, je ne savais pas que l'Azerbaïdjan était aussi accusé d'ingérence, mais sur la Polynésie française. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les 17 territoires non autonomes qui sont répertoriés sur une sorte de liste qu'on peut retrouver sur le site de l'ONU. Donc il y a la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Mais il y a que 2 territoires français pour plein de territoires britanniques. Il y a plein de territoires britanniques à décoloniser. Donc voilà.
parle de cette traque qui se poursuit après l'attaque du fourgon dans lequel était donc Mohamed. Ok, bon,